On les a vus pour Jean Jaurès, on a vu le début des colonnes quand on a vu arriver ces gros 4x4, 4x4, je sais plus comment on les appelait. Les chars et tout ça. Et puis les chars, tout ça. C'était vraiment extraordinaire, impressionnant. Les Américains ont eu leur camp au parc Mistral. Avec ma meilleure amie, on allait les voir et ils nous donnaient du chocolat, des cigarettes. On avait 14 ans, c'est la première fois qu'on a fumé des cigarettes américaines. Et puis des boîtes de singes aussi, parce qu'on avait faim. Hein, on avait faim. Oui. Et vraiment, grâce à eux, on a eu pas mal. Et le chewing-gum qu'on ne connaissait pas. On lui dit, mais vous êtes toute seule? Ah ben oui, pour le moment, il n'est pas là. Alors, on savait très bien qui était là, mais on n'en avait parlé à personne parce que c'était un grand secret et qu'on savait très bien qu'il fallait protéger les résistants quand on en avait, comme mon père l'était. Donc, on savait ce que c'était que de se taire. Et celui à qui on demandait il n'est pas là, c'était Georges Valier, qui était son locataire. Déjà depuis quelques mois, il se cachait chez elle et il était très bien. Alors on le voyait entrer-sortir, mais on ne lui parlait pas. Alors une fois, je l'ai vu, le regardais avec... on est descendus ensemble dans l'ascenseur. Alors il m'a fait un petit clignement d'œil comme ça. Et puis c'est tout. On n'a jamais eu de contact précis avec lui parce que on savait qu'il était là et qu'il était très exposé. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'était Paul Valier. Paul Valier. Voilà. Et quand j'arrive à la petite tranche, qu'est-ce que je vois? Le maquis qui était là, qui descendait de chaque côté de la rue. Et je dis, mais attention, il y a les Allemands qui sont là. Hein. Alors, hop, d'un seul coup, le silence s'est fait dans les deux rangées, il y a eu un silence. Et il me dit, ils sont là, oui, ils sont là. Et si vous voulez, moi je vais leur dire de se rendre. Vous savez, c'est venu comme ça. Ouais. Comme ça. Je trouvais le lieutenant que je connaissais en passant souvent, je voyais. Et je lui ai dit comme ça, il y a le maquis qui est là. Alors prenez une décision, il vaut mieux que vous vous rendez, autrement vous allez vous battre. Ça va faire des blessés, des morts des deux côtés. Vous pouvez éviter ça. Et il n'était pas sourd, hein. Il n'était pas sourd. Alors, il parlait le français. Et il m'a dit, attendez un moment. Il a fait venir ses deux adjoints, c'est le caporal, je pense exactement. Et il leur a dit en allemand, il a dit comme ça, les maquillés là et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On se rend. Moi, c'est lui qui a donné les ordres en allemand. Non, oui, il a dit, il vaut mieux qu'on se rende, c'est pas la peine qu'un... Oui, il sentait la défaite, de toute façon. Voilà, oui, il sentait la défaite. Et donc, il était raisonnable. C'est vrai, j'ai toujours considéré encore que cet homme lucide. Il était encore lucide. Oui, il était plutôt lucide. Alors il m'a dit, ben, c'est d'accord, on se rend. Bon, ben, amenez tous vos soldats ici. Ils sont tous venus ça fait une petite place. C'était combien à peu près? Oui, c'est une vingtaine. Hein. Je suis remonté, j'ai dit, ben ça y est, ils se rendent et tout. Oui. Et ils ont mis les souliers d'un côté, comme je l'ai dit, et ils lèvent tous le bras là-bas. Alors ils se sont approchés, oui. Bon, ils ont tous se monté dans un véhicule. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Le public du Sud-Est, le rédacteur en chef me dit, demain matin, tu es bien là-bas à 6h, 7h, parce que, bon, c'est les troupes militaires, ils vont arriver tôt. Je dis, bon, ben d'accord, je sais plus. Et à 6h du matin, le téléphone sonne chez moi à ligne verte. C'était donc Irénée Brochier qui était le rédacteur en chef, qui me dit, bon, bah, écoute, te presse pas, ils seront pas là avant 8h30, 9h, peut-être 10h. En réalité, ils sont arrivés vers 10h. 9h30, 10h. Oui, c'est ce qu'on a un peu comme source. Voilà. Et il me dit, te presse pas parce qu'ils ont un problème à Pont-de-Claix, il y a des chleux qui font employer le mot chleux. Oui, il y a longtemps que je ne l'ai pas prononcé. Il y a des chleux
qui font un Dernier dernier barreau d'honneur. un machin d'honneur. Barreau d'honneur. Voilà. Barreau d'honneur, n'empêche qu'ils avaient tué des types. Eh ben, Ils avaient tué des types de clés, des ouais, civils, Des civils. parce que les civils s'y attendaient pas non Ah, plus. ouais. Les civils, ils manifestaient déjà J'étais content. les drapeaux et tout. Bon, ben. Et donc, moi je prends mon vélo, hop, sous le coup de 8 heures, et je remonte les quais d'Isère, que je connaissais bien. Et j'arrive donc sur la première partie Georges Jaurès, c'est-à-dire entre Alsace-Lorraine et la place de la Bastille. D'accord, on est parti voir ça. Voilà. Et j'arrive juste au moment où les premiers maquis défilent avec leur vieille voiture, d'où ces photos. Et bon, je fais quelques photos. Alors, il faut savoir que je ne pouvais pas faire beaucoup de photos. Personne ne pouvait faire beaucoup de photos, sauf les Américains. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de pellicule. Eh oui, il n'y a plus. J'ai vécu d'une manière comme un reporter, comme un jeune reporter, c'est-à-dire cavalant dans tous les coins, essayant de... Par exemple, je me souviens avoir fait une photo du cadavre d'un collaborateur dans le fossé du 15 rue Alsace-Lorraine, dans la rigole. La rigole. Bon, ça c'est un truc qui vous marque, parce que pas souvent vous faites des cadavres. Bah oui. Ouais. Et il avait été abattu par des résistants, par qui, je sais pas. Et sinon, en dehors, après le 22 août, est-ce que vous avez des souvenirs? Parce que la Wehrmacht avait essayé de pénétrer dans Grenoble. Oui, non, alors, Parce que là, il y a c'est- eu, bon, Oui, c'est pour ça que... ils sont des drapeaux. Voilà. Bon, alors tout le monde mettait les drapeaux à la fenêtre, ainsi de suite. Et puis brusquement, le bruit court qu'à Gières, c'est ça, c'est l'histoire de Gières. Qu'à Gières, comme il y avait eu cet épisode à Pont-de-Clé, qu'à Gières, il y avait une phalange d'artilleurs. Je me rappelle très bien de cette... parce que moi j'étais dans le bureau de Régnier, quand la rumeur a... Alors arrivé, Régnier, voilà un ouais. type extraordinaire. C'est extraordinaire ce Régnier. D'une placidité, d'un sang-froid. Et il avait réuni la presse, justement, en disant, écoutez, là il y a un bruit qui court, je ne sais pas quoi faire, s'il vous plaît, dans les journaux, dites bien qu'il n'y a rien, et que... Ben, j'ai dit, oui, les journaux, mais pas moi, mais mes collègues plus chevronnés que moi dans la presse, moi j'avais 20 ans, hein. 21, 22. Ils disent, oui, mais nous, on parie demain, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Alors je me souviens plus ce qu'il avait fait. Alors, du coup, la rumeur courait, comme un feu follet, si vous voulez. Et tout le monde enlevait les drapeaux des fenêtres. Exact, hein? C'est une histoire vraie. Tout le monde enlevait les drapeaux. Et en réalité, il y a eu quelques escarmouches, mais c'était des artilleurs, donc ils n'étaient pas outillés pour faire un truc comme ça, quoi. Ils n'allaient pas